Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien, le diagnostic, qu'est-ce que c'est exactement, comment le traiter, quels sont les facteurs de risque et également on va parler de l'approche biopsychosociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavio Bonnet, je suis kiné depuis 15 ans et j'ai cofondé l'agence EBP, un organisme de formation qui fait venir les meilleurs chercheurs et cliniciens internationaux en France. On a des formations en présentiel et en e-learning. Aujourd'hui, on va parler d'un motif de consultation très fréquent, mais qui est souvent sous-estimé. Sa complexité, plus exactement, est sous-estimée. On parle ici du syndrome fémoro-patellaire ou syndrome rotulien. C'est la même chose. C'est un sujet que je voulais traiter en profondeur avec vous parce qu'il y a encore beaucoup de croyances erronées par rapport au syndrome fémoro-patellaire et ça touche à la fois les ados comme les moins jeunes, les sédentaires comme les sportifs et en particulier les coureurs à pied. Et je trouve que c'est souvent mal pris en charge, mal compris. C'est pourquoi aujourd'hui, on va tout détailler de A à Z sur la prise en charge du syndrome fémoro-patellaire. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous transmettre ce que dit la littérature scientifique la plus récente au sujet du syndrome fémoro-patellaire pour que vous sachiez tout faire de A à Z. Alors premièrement, le syndrome fémoro-patellaire, ça se caractérise par une douleur qui est devant le genou, qui est antérieure, qui n'est pas facilement localisable, qui est plutôt diffuse, on ne peut pas, au sens où on ne peut pas mettre le doigt dessus, c'est pas une douleur précise, c'est plutôt une douleur diffuse, péri- ou rétropatellaire, c'est-à-dire autour de la rotule ou derrière la rotule. C'est très difficile de le palper et de mettre le doigt dessus et c'est souvent aggravé par des activités de flexion comme la descente de marche, la descente d'escalier, la descente en courant aussi, ou parfois par la posture assise prolongée, ce qui nous donnera le signe du cinéma. La plupart du temps, il n'y a pas de lésion identifiable aux imageries, c'est ce qui rend ce syndrome fémoro-patellaire particulièrement complexe à traiter, sachant que les causes sont souvent multifactorielles. Et il ne faut pas confondre syndrome fémoro-patellaire et chondromalacie, qui est une vraie atteinte du cartilage objectivable sur les imageries, et il ne faut pas confondre aussi le syndrome rotulien et les instabilités au niveau de la rotule avec les luxations ou subluxations de rotule. On peut avoir un syndrome fémoro-patellaire sur des instabilités de rotule, mais tous les syndromes fémoro-patellaires ne sont pas liés aux luxations et aux instabilités rotuliennes. Donc le diagnostic est avant tout clinique. Le patient se présente avec une douleur derrière le genou ou autour du genou, autour de la rotule. C'est aggravé par des activités de flexion. Généralement, il n'y a rien à l'imagerie. On va avoir des tests cliniques comme le squat test ou le test de step down qui vont faire mal. On a aussi une douleur au signe du cinéma, c'est-à-dire que lorsque les gens restent assis longtemps, ils ressentent rapidement le besoin d'étendre la jambe et de décomprimer la rotule pour soulager leurs symptômes. Attention, sur les imageries, il n'y a généralement rien du tout, donc c'est pas ça qui va vous guider dans votre diagnostic. Le diagnostic du syndrome rotulien est avant tout clinique. Il faut faire attention aussi au diagnostic différentiel. Bien entendu, on va le distinguer de la tendinopathie de l'apex de la rotule qui arrive vraiment à la pointe de la rotule. On va aussi le distinguer du syndrome du coussinet graisseux, aussi appelé fat pat syndrome. Bien entendu, on va faire un diagnostic différentiel avec le syndrome de bandelette iliotibiale qui donnera plutôt des douleurs latérales. On fera aussi attention à ne pas le confondre avec une maladie d'Osgood-Schletter qui se passe au niveau de la TTA ou un Sinding-Larsen-Johansson qui est une calcification au niveau de l'apex de la rotule. Enfin, il faut bien évaluer avec les patients, notamment avec les patientes, s'il y a une instabilité de rotule. L'absence de traumatisme et une douleur diffuse évoquent la plupart du temps un syndrome fémoro-patellaire. Côté imagerie, on ne recommande pas d'imagerie spécifique dans les premiers temps au niveau de la pathologie. Une radio ou une IRM si suspicion d'instabilité, absence d'amélioration au bout de quelques mois, ou recherche d'une cause particulière, une atteinte du cartilage avec de l'arthrose par exemple, ou une chondropathie avancée. Les signes comme la patella alta ou une latéralisation de la rotule ne sont plus considérés comme des signes pouvant donner un syndrome fémoro-patellaire. Ces signes-là ne prédisent pas de la douleur chez les patients. Les facteurs de risque sont avant tout la surcharge mécanique et il semblerait que les gens qui présentent une faiblesse au niveau du quadriceps soient aussi plus à risque, notamment les femmes qui font des sports pivot-contact. Par ailleurs, l'angle Q, le type d'arche ou le valgus ne prédisent en rien l'apparition du syndrome rotulien. Maintenant que vous savez identifier un syndrome rotulien, quoi faire? Dans le traitement, c'est avant tout de la kinésithérapie qu'il faudra, notamment basée du renforcement musculaire. Bien entendu, on va adapter les charges d'entraînement, le volume de course, l'intensité, le dénivelé. Mais en parallèle de ça, ceux qui bénéficient le plus de preuves scientifiques aujourd'hui, c'est le renforcement musculaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de preuve pour dire qu'un renforcement musculaire est supérieur à un autre. Cependant, comme on a pu le voir dans une petite polémique que j'avais lancée sur mon compte
Instagram, moi, je ne recommande rarement, jamais, pour ne pas dire jamais, de l'isométrique, faire la chaise pour le syndrome fémoro-patellaire. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, dans mon expérience, je trouve que ça empire les symptômes des patients. Le fait de mettre une pression continue sur la rotule lorsque vous avez un syndrome fémoro-patellaire a tendance à générer des symptômes après pour les patients ou pourquoi pas le lendemain. Ça, je vous inviterai à faire votre propre expérience. C'est une observation clinique, mais c'est surtout que les preuves scientifiques nous invitent à faire autre chose que de l'isométrique sur le syndrome fémoro-patellaire. On parle beaucoup plus de concentrique-excentrique dans toute l'amplitude, que ce soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée, pour stimuler l'articulation à s'adapter. Bien entendu, on va transmettre aussi beaucoup d'éducation à notre patient. On va croiser avec un entraînement comme de l'entraînement cardio sur du vélo, par exemple, qui va apporter des bénéfices très intéressants d'un point de vue cardiovasculaire également et sur la modulation de la douleur. Donc vous voyez, dans le traitement, on va alterner entre renforcement qui peut toucher la douleur dans le cadre des syndromes fémoro-patellaires persistants, donc les gens qui ont mal depuis plus de 3 mois. On va pouvoir faire du concentrique excentrique si la douleur ne dépasse pas 2 à 3 sur 10 pendant l'effort et que la douleur n'est pas maintenue, n'est pas déclenchée, empirée après l'effort à 24 heures et attention, tenez-vous bien, à 48 heures également. Il faut faire attention que les patients ne soient pas empirés 48 heures après un effort parce que à cet endroit-là, les symptômes peuvent réagir bien après avoir fait votre entraînement, même si l'entraînement n'était pas spécifiquement douloureux ou si votre prescription d'exercice au cabinet ne donnait pas les douleurs, ne réveillait pas les douleurs du patient. On sait aussi que combiner des exercices au niveau de la hanche comme du gainage latéral ou du renforcement des fessiers peut aider au niveau du syndrome fémoro-patellaire, au niveau du genou. Je vous avoue qu'on ne s'explique pas très bien encore aujourd'hui les raisons de pourquoi un renforcement au niveau de la hanche permet d'aider un petit peu à réduire les symptômes au niveau du genou. On le constate juste empiriquement dans les études et en pratique. La recommandation aujourd'hui est de faire à peu près 12 semaines de renforcement musculaire progressif en respectant la douleur. Il semblerait que ce soit le minimum pour vraiment régler le maximum de syndrome rotulien. On va pouvoir rajouter d'autres thérapeutiques mais qui n'ont pas remporté un grand consensus. Ce sont par exemple les semelles, le taping ou les orthèses. Il y a un intérêt qui est modéré, ça pourrait être utile en complément chez des gens qui sont en échec, mais je vous avoue que je les utilise quasiment jamais avec mes patients qui ont un syndrome rotulien. Bien entendu, aujourd'hui, on évite les thérapies passives comme les ultrasons, les massages isolés. Pour le coup, la thérapie manuelle aujourd'hui n'est plus recommandée sur le syndrome rotulien. On va vraiment se centrer sur une approche active où on va recommander un exercice pour renforcer la tolérance au niveau de cette zone chez nos patients. Enfin, dans les cas persistants, il ne faut vraiment pas que vous oubliez l'aspect psychosocial. C'est-à-dire que dans les douleurs qui persistent, vous savez, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place qui font que la douleur peut persister. Et lorsque vous identifiez de la catastrophisation chez les patients, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ouais, je m'en sortirai jamais, j'ai une douleur incroyable qui ne passe pas, c'est vraiment quelque chose de très handicapant, ce genre de choses-là, ce sont des éléments de catastrophisation qui est un élément qui peut ralentir l'évolution du patient. Il y a aussi les peurs et croyances par rapport à son problème. Par exemple, s'il pense que bouger plus va abîmer son cartilage, c'est vraiment un frein majeur à sa récupération. Il faut vraiment expliquer au patient que la douleur n'est pas corrélée avec une atteinte du cartilage, par exemple, et il faut vraiment lui faire passer l'idée qu'un renforcement progressif est fondamental pour l'amélioration de sa symptomatologie. Notez qu'environ 40 à 50% des patients présentent des douleurs persistantes à 5 ans s'ils ne sont pas traités efficacement. Voilà, toutes les études scientifiques qui m'ont permis de faire cette vidéo sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je tâcherai de faire de plus en plus de vidéos comme ça, de vous apporter toujours plus de valeur. Voilà, donc en conclusion, le syndrome fémoro-patellaire, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est multifactoriel, qui est souvent mal pris en charge. Le traitement passe d'abord et avant tout par une adaptation de la charge et du renforcement musculaire au niveau du quadriceps et des muscles de la hanche. On va privilégier rapidement du concentrique excentrique en respectant la douleur pendant, après et le lendemain, et même à 48 heures dans le cas du syndrome fémoro-patellaire. N'oubliez pas l'aspect psychosocial. Si vos patients ont des symptômes qui persistent depuis plus de 3 mois, n'hésitez pas à aller explorer cette sphère-là avec eux. Si vous ne voulez pas manquer ce genre de vidéos, inscrivez-vous à ma newsletter, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.